Donc, sans plus tarder, je rappelle que cette loi-là, la loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, a été adoptée et sanctionnée le 5 décembre 2014. C'est correct, j'avais fait une erreur la première fois, j'ai marqué 2015. Je pensais qu'on la renouvelait en 2015. Donc, important de faire donc, ce rappel-là, important parce que le 5 décembre, quand elle a été adoptée, tout le monde disait qu'elle est adoptée, donc elle rentre en vigueur. Mais non, elle n'entrait pas en vigueur le 5 décembre parce que la loi disait qu'elle va entrer en vigueur à un moment donné parce que le président du Conseil du Trésor peut prendre une date à l'article 37, donc une période d'application. Donc, on y reviendra pour bien comprendre cette importance-là au niveau des dates. Peut-être faire une petite mise en contexte parce qu'il faut comprendre que dans la loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, il y a comme deux grandes parties. Il y a le contrôle des effectifs, puis il y a les contrats, qu'on veut contrôler les contrats. Mais si on veut se mettre en contexte, il faut revenir au budget 2014-15, où à un moment donné, le président du Conseil du Trésor sort et dit publiquement « Ce qui me manque comme information, ça n'a pas de bon sens, puis le public est bien content d'entendre ça. Je ne sais pas comment il y a des gens qui travaillent dans les deux réseaux, dans le réseau de l'éducation comme dans le réseau de la santé. Je ne suis pas capable d'avoir un chiffre d'effectifs. Alors, décide donc d'écrire cette merveilleuse loi pour aller chercher cette information-là. Donc, c'est ça qu'on dit, obtenir des données comparables pour dire, ça se compare à quoi au niveau du réseau de la santé par rapport aux éducations, au niveau des ministères organismes. Dans le cas des ministères organismes, on le sait. Un matin, je relisais, là, je pense qu'il y a 64 719 ETC annoncés. Donc, si on le sait, c'est clair. Dans les deux réseaux, c'est un petit peu moins clair. OK? Alors, cette partie-là, nous, on ne la traitera pas nécessairement aujourd'hui. Vous avez eu autant du ministère de l'Éducation, qui est rendu ministère de l'Enseignement supérieur, Éducation et Enseignement supérieur, Sciences et Recherche, plutôt comment il s'appelle. En tout cas, on l'appelle un peu, on dit la misère. Bon, c'est leurs affaires à eux autres. Il y a un moment donné, il y avait le MAMO, puis le MAMER, puis tout ça. Donc, il y a toujours eu des petits noms sympathiques comme ça. Nous, c'est simple, c'est le secrétariat du Conseil du Trésor. Je m'étais promis de ne pas vous faire rire, mais bon, toujours est-il que je vais faire attention pour les prochaines minutes. Bien sûr, obtenir des données sur la planification de la main-d'œuvre, et ça, c'était important aussi. Et bien sûr, octroyer des pouvoirs au président du Conseil du Trésor. Et ça, on va y revenir parce qu'on s'est donné des nouveaux pouvoirs, encore une fois, on aime tellement ça, de vérification, de suivi au niveau des contrats publics. Donc, c'est un petit peu la mise en contexte que je voulais faire parce que la partie effectif, ça, c'est une partie qui relève des ressources humaines. Ici, on parle de ressources matérielles, donc de contrats. Donc, on va rester plus dans cette partie-là, bien évidemment. Bien sûr, c'est de renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi. Ça, c'est clair, puis je pense que tout le monde le comprend aujourd'hui, que ce qu'on veut. Puis l'objectif derrière la loi, qu'on soit heureux ou qu'on ne soit pas heureux, je pense que le principe de base est acceptable, disons. OK? On parlera de l'application tout à l'heure, mais le principe lui-même, je pense on peut vivre avec. Ce qu'on est venu dire à l'article 37, on est venu dire que le président pouvait se prendre une période, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et la première période d'application, donc de bien se le rappeler, on a 15 mois d'application annoncée. 1er janvier 2015 au 31 mars 2016. Alors, quand on parle de gestion et de contrôle des effectifs, tel que prévu par la loi, il est clair ici qu'il y a deux petits éléments qui sont un peu plus en surbrillance, parce que la partie dénombrement et planification triennale, donc on parle d'effectifs, ce n'est pas la partie qu'on va traiter ici cet après-midi, étant bien sûr l'objectif de vous parler des contrats de service. Donc, du contrôle qu'on vous exige encore une fois au niveau de reddition de comptes, de suivi des contrats et surtout d'autorisation. Et c'est la partie qui nous interpelle le plus. Donc, on parle de contrôle de reddition de comptes et on fera le parallèle aussi avec la reddition de comptes, peut-être si vous avez des questions au-delà de la LGCE, mais au niveau de la LCOP aussi. Quand je parle de LCOP et LGCE, tout le monde va bien se comprendre. Là, LCOP pour la loi sur le contrat des organismes publics, LGCE pour la loi gestion et contrôle des effectifs. C'est important quand même de bien faire ce parallèle-là là, pour que les gens... Aujourd'hui, on va parler de la LGCE. C'est une loi autonome. Hein? Oui, elle vient modifier à certains égards la LCOP, mais la LGCE, elle vit par elle-même. Alors, c'est important de peut-être faire ce petit rappel-là. Donc, elle se terminera peut-être le 31 mars 2016 aussi. J'ai bien dit peut-être. Je ne suis pas là-dessus, je ne suis pas dans le secret des dieux, bien évidemment. Quand on parle de mesures ici, de faire ce rappel-là, il est important de prévoir des mesures applicables. Il faut comprendre que dans la LGCE, ce qu'on vient dire, on ne vient pas dire qu'il va maintenant être interdit de faire des contrats. On vient juste dire qu'on veut contrôler la façon que seront faits ces contrats-là. Hein? Puis qu'il y aura eu des autorisations préalables, le mot important, préalable,
Ça, on n'est pas certain encore qu'on est dans le préalable dans les commissions scolaires, mais bon, toujours est-il. Alors, on va essayer de s'imaginer qu'on est dans le monde préalable. OK? Alors, ce qu'on dit, c'est clair, ce n'est pas interdit. Mais on dit qu'on ne doit pas avoir pour effet d'éluder des contrats. Hein? Et surtout, et l'élément probablement le plus important, c'est l'élément suivant. On dit un contrat de travail n'est pas un contrat de service. Je vous dirais que cet élément-là est très important parce que c'est probablement là qu'on a découvert le plus de surprises. Hein? Peut-être pas dans votre monde à vous, mais dans les faits, on en a trouvé des cas où on se rend bien compte que le Conseil du Trésor, malgré qu'il est bien gentil à mon égard, c'est sûr que dans bien des cas, il coupe les budgets, resserre les budgets au niveau des ressources humaines. Vous avez des budgets au niveau des ressources financières, matérielles, qui vous permettent justement de dire, je vais donner un contrat de service. Mais quand on le regarde, ce contrat de service-là, dans les faits, ça a l'air pas mal d'un contrat de travail. On peut en douter, en tout cas, que ce n'est pas un contrat de travail. Donc, ça, c'est ça qui est, dans les faits, interdit. On ne devrait pas. Et ce n'est pas parce que la LGCE, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, qu'on vient dire, hey, là, avant ça, vous aviez le droit. Non. Avant ça, on n'avait pas plus le droit de contourner des règles de ressources humaines. À quelque part, on est quasiment chanceux que les syndicats ne s'en sont jamais mêlés. Parce qu'ils auraient pu, dans bien des cas, se préoccuper du fait qu'on donnait des contrats de travail déguisés en contrats de service. Alors, ça, c'est important d'avoir ce rappel-là. Bien sûr, et là, l'élément important, et c'est là que le bas blesse, hein, c'est qu'on parle d'autorisation. Et quand on dit autorisation du dirigeant, obligatoire, hein, c'est ce qu'on a été écrit pour tout contrat de service. Bon, heureusement, à l'article 16, on va y arriver à la prochaine acétate, a été un petit peu plus, c'était allégé, je dirais. Parce qu'à la première lecture de la LGCE, avant qu'elle soit adoptée, on disait tout contrat de service devra être autorisé par le dirigeant d'organisme. Tout contrat. Donc, ça veut dire dès le premier dollar. Nous, honnêtement, on trouvait ça un petit peu rigueur, parce que l'autre mot, on ne peut plus le dire. Mais toujours est-il qu'il faut être conscient de ça. J'ai lu Harry Potter, moi aussi. Il y a des noms comme ça que tu ne dis pas. C'est le Voldemort des marchés publics. Donc, des balises. Il faut se donner des balises. Vous avez reçu en décembre dernier une lettre du Conseil du Trésor. Dis-vous, vos autorités ont reçu une lettre qui expliquait un peu comment on va encadrer ces contrats-là de service. Okay? Les balises que j'ai remis là, je vais juste vous montrer la lettre puis qu'on vous a peut-être transféré par la suite. Il y avait un petit tableau qui ressemblait à ceci, hein, avec des petites flèches, là, contrat de service, puis l'objet du contrat de service, puis la durée du contrat. Bon. Alors, moi, ce que je veux attirer votre attention, c'est plus sur ces éléments-là. Hein, quand on dit le contrat ne doit pas éluder des mesures de contrôle. Hein, on dit le contrat de service ne doit pas être utilisé pour pallier à un manque de ressources. Bien, oui, et dans les faits, vous le vivez. Hein. Puis je prends l'exemple souvent, dans votre cas, des psychologues, des programmes d'aide aux employés. Vous n'avez pas nécessairement ces employés-là, puis vous vous tournez vers, puis vous avez essayé, puis dans bien des cas, j'ai parlé avec plein de commissions scolaires, puis dans plein de réseaux, puis ils me disent, on essaye, on lance des appels de candidature, il n'y a personne qui lève la main pour poser sa candidature chez nous comme psychologue, parce qu'ils savent très bien, ils sont mieux payés dans le privé, puis là, c'est le débat. Donc, mais vous en avez besoin, c'est un cas réel. Okay? Donc, oui, il faut réfléchir à ça, et ça fait partie d'une préoccupation que vous devez avoir, mais que vous êtes capable d'expliquer aussi à cet égard-là. L'objet du contrat, on dit le contrat ne donne pas lieu dans les faits à un contrat de travail. Puis on l'a réglé tout à l'heure, malgré que quand j'engage un psychologue en contrat de service, puis qu'il fait beaucoup d'heures, puis qu'il fait quasiment tout son temps chez nous, bien, je regarde ça, puis je me dis, ça a l'air pratiquement d'un contrat de travail dans mon organisation. Mais je suis capable de le justifier, je suis capable de l'expliquer, puis à la limite, vous le démontrerez si on vous pose des questions. On dit, regardez, on a fait des appels de candidature, personne n'a levé la main parce que c'était plus ou moins intéressant. Mais ils ont accepté. Bon, ça, c'est un autre débat. Le prestataire de service ne comprend pas des fonctions de gestion. Ça, on espère, par exemple. Il ne faudrait pas qu'on nomme un directeur sur un contrat de service pour un temps X. Ça aussi, on en a vu des cas comme ça. Hein? On se comprend. Je ne veux pas avoir de nom, puis je ne veux pas qu'on identifie personne, mais on a des cas aussi qu'on a vus dans les organismes publics. Et bien sûr, la durée. Quand on parle de la durée, on dit un besoin ponctuel. Hein, c'est un 3 mois, c'est un 6 mois, c'est un remplacement d'un congé de maladie, puis si je ne peux pas l'engager quelqu'un parce que dans 6 mois, la personne va revenir, un congé de maternité, même chose. Donc, c'est des choses. Donc, c'est ponctuel. Et on connaît le début, et on devrait, j'ose espérer, connaître la fin. J'ai bien dit, j'ose espérer, encore une fois. Alors, important d'avoir ces rappels-là parce que, pour vous, ça va permettre de justifier le fameux contrat de service, hein, pour au moins nous en informer lorsque les seuils seront atteints.
Puis dans les autres cas, on en parlera tout à l'heure. Le régime d'autorisation de la LGCA dit ceci. On dit que tout contrat de service doit être autorisé par le dirigeant d'organisme. Si on arrêtait de lire le premier paragraphe, c'est ça à peu près que ça dit dans la loi, l'article 16. Heureusement, il y a d'autres paragraphes. Et dans les autres paragraphes, on dit qu'il a un pouvoir d'autoriser ou de déléguer. Heureusement, donc, il est là. C'est à vous maintenant à le jouer, ça, à le jouer dans vos organisations. On dit que pour les contrats en bas de 10 000 avec les personnes physiques et pour les contrats en bas de 25 000 avec les personnes morales, on peut déléguer. Juste avant, il faut comprendre qu'on est dans le monde des commissions scolaires. Dans le monde des commissions scolaires, est-ce qu'on peut déléguer des fonctions? Oui, mais comment on va faire ça? Alors, dans la loi, encore une fois, on est venu exprimer comment on peut le faire, cette délégation. Comme c'est vrai dans la LCOP, on dit qu'on peut déléguer, donc le conseil des commissaires, parce que l'imputable, le dirigeant d'organisme prévu par la loi, autant dans la LCOP que dans la LGCA, c'est le conseil des commissaires. Mais on dit que ce conseil, et je pense que j'ai ça juste sur la cétate suivante, ce conseil peut déléguer. Parce que la loi lui confère cette possibilité de déléguer des responsabilités qui lui incombent en tant que conseil des commissaires, soit au comité exécutif ou au DG. On ne peut pas aller en bas d'un DG, par exemple. OK? Donc, il aura les responsabilités de dirigeant d'organisme en tant que directeur général. Allons là, ça va être plus simple parce que le DG, je pense que c'est une belle façon de gérer le problème actuellement. Donc, de descendre au directeur général qui, lui, on lui donne la responsabilité de gérer les contrats comme s'il était le dirigeant d'organisme. C'est un petit peu ça que ça veut dire. L'imputable, au sens de la loi, ça restera toujours le conseil des commissaires. Mais la loi lui permet, confère, un peu comme c'est écrit pour le réseau de la santé. Si vous irez lire l'article 8, c'est intéressant à cet égard-là. On vient expliquer comment on peut déléguer, et c'est possible de le faire parce que dans le cas du réseau de l'éducation, on vous le permet. Du moment qu'il est le dirigeant d'organisme, donc il a la responsabilité de dirigeant d'organisme. Donc, quand on revient au seuil de tout à l'heure, donc d'en haut des deux seuils, donc il devient donc le dirigeant, il le pourra autoriser. Est-ce qu'on aura prévu dans cette délégation-là, via le conseil des commissaires, qui aura l'autorisation qui pourra autoriser, je pourrais dire mieux, les contrats en bas de ces deux seuils-là? Ça peut être prévu dans la délégation directement du conseil des commissaires ou ça pourrait être au DG de déterminer qui va autoriser les contrats en bas des seuils. Donc ça, ce sera une décision d'organisation. Par la suite, là, c'est de l'administratif. OK? Donc, important que vous pouvez aller jusqu'au DG. On comprend bien ici là, que ce sera au niveau de qui agira à titre de dirigeant d'organisme. OK? Quand on parle ici de reddition de comptes, parce que là, on devra nous informer dans certains cas. Au Conseil du Trésor, on dit on veut un suivi pour certains contrats qui dépassent certains seuils. On dit ici, l'organisme public doit, dans les 30 jours, transmettre au Conseil du Trésor une fiche d'autorisation. Je vais vous la montrer après, je l'ai mis à l'écran. Donc, c'est pour les contrats, et on comprend bien, en haut de ces deux seuils-là, en haut de 10 000 avec une personne physique. Personne physique, on se comprend bien, là, personne physique en affaires ou non en affaires. OK? Donc, vous engagez un retraité pour quelques semaines, quelques mois, il est non en affaires, c'est ponctuel, c'est 7, 8, 9 000 ben, on y va comme ça. Si c'est en haut de 10 000, ben là, par exemple, ça sera autorisé par le dirigeant. Alors, ce sera le dirigeant, et là, il y aura fiche d'autorisation. Alors, il faut établir la ligne. OK? Même chose pour les personnes morales ou les sociétés. Ici, on comprend bien. Donc, personne morale, de droit privé ou société, en haut de 25 000, il y aura une fiche d'autorisation que vous devrez nous transmettre. La fiche, je vous la montre, c'est celle-ci. Vous la connaissez, peut-être pas vous nécessairement, mais les gens qui font de la reddition de comptes au Trésor la connaissent. Ils ont accès à notre extranet des marchés publics. C'est la même fiche. Au moins là-dessus, on n'a pas voulu vous mêler. On a juste ajouté une petite case. Juste ici. LGCE, article 16. Alors, si vous y allez pour une autorisation liée à la LGCE, vous cochez là, vous donnez les motifs, vous remplissez la fiche, vous l'imprimez, vous la faites signer par votre dirigeant d'organisme, vous revenez à votre bureau. Ça se fait vite. Non?
Puis vous baisez sur le piton. Envoyez. Et là, on la reçoit. Et là, on classe ça quelque part. Pas où, mais ils sont en train de classer ça. Ils en rentrent, là. Il faut comprendre qu'ils rentrent des fiches, hein, bien évidemment. Alors, c'est ça que l'on veut. OK? Donc, en haut des deux seuils. Donc, c'est celle-là que vous devez nous remplir. C'est la même fiche que vous connaissez déjà. La petite note rouge qui est en bas, elle devient extrêmement importante, par exemple. Pas pour rien qu'elle est en rouge. Elle dit, on autorise tous les contrats. Mais on transmet les fiches seulement de celles qui sont en haut des seuils. Là, j'en ai reçu des téléphones. Hein? Vous comprendrez que depuis le 1er janvier, je suis rentré le 5 finalement. J'ai pris congé 1, 2, 3, 4. Alors, le 5 janvier au matin, c'est sûr que le téléphone s'est mis à sonner, puis les gens sont mis à dire, mais là, on fait quoi, nous autres? On remplit quoi? C'est quoi? C'est à vous de gérer un formulaire, un document. Ça, c'est un fichier, peu importe. Ça, on ne veut pas nécessairement surveiller ce que vous faites là-dessus. On vous surveille déjà assez, là, quand même, il y a des limites. Alors, trouvez une méthode facile. C'est-tu le bon de commande que vous allez signer? C'est-tu un petit formulaire que vous allez prendre à partir d'une note, puis que vous allez le retravailler, puis qui va être simple? L'idée derrière ça, c'est qu'il y ait une trace de quelqu'un qui avait l'autorité d'autoriser, si je peux dire ainsi. OK? Mais ça, il faut que ce soit clair aussi, c'est que le dirigeant d'organisme, que ce soit le conseiller des commissaires ou que ce soit le DG, il faut que lui ait déterminé qui avait le droit d'autoriser. Là-dessus, la loi est quand même assez floue. Elle ne dit pas qui. Profitez-en. Quand une loi est floue un peu, on l'utilise. OK? C'est-tu les directeurs d'école? C'est-tu le directeur des ressources matérielles? C'est-tu le RORC? C'est-tu quelqu'un dans l'organisation quelque part? Oui, c'est quelqu'un. Mais il faut que ce soit annoncé que c'est cette personne qui a ce pouvoir d'autoriser les contrats en bas de ces deux seuils-là. Si vous êtes trop proche des seuils, je vous suggérerais fortement de le faire autoriser par le dirigeant. Un contrat à 9 990$ avec une personne physique non en affaires, il ne faudrait pas qu'il arrive une petite surprise de 12$. Parce qu'il va passer au-dessus des seuils. Puis comment on va expliquer ça? OK? Bon, c'est sûr qu'on ne le verra probablement jamais parce qu'il est en bas de 25 000. Il y a pire si vous en signez un de 23 000 puis qui finit à 26 puis que ça n'a pas été autorisé par le dirigeant. On ne peut pas refaire quelque chose qui est à l'envers. C'est que ça a été autorisé par quelqu'un, puis c'était pas le dirigeant, puis là, maintenant, on se ramasse avec un 26 000, puis là, on est obligé d'aller faire de la reddition de compte sur SEAO, puis là, on annonce 26 000, puis là, maintenant, les gens de la vérification regardent ça, puis ils n'ont jamais eu de fiche d'autorisation pour ce contrat-là qui a fini à 26 000. Fait que soyez prudents là-dessus, je vous dis. Hein? Je le dis depuis des années, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le domaine des contrats, là, à parler avec les gens, gérer le risque. Et c'est ça l'important. Hein? Et ça, vous devez entrer dans ce mode-là dans vos organisations, de gérer les risques. C'est sûr que le contrat de 150 puis de 200 que vous donnez à un musicien qui vient faire de la musique dans une école pour un après-midi, pour animer les jeunes, ben oui, il doit être autorisé pareil. C'est un contrat de service. Il n'y en a pas de... Hein, après, il y a 3 commissions scolaires qui ont été chanceuses, là, je pourrais dire, qui ont pu se prendre une directive. Hein? Puis on en reparlera dans quelques minutes. Mais pour les autres, c'est tous les contrats doivent être autorisés par quelqu'un. OK? Puis dans le cas des personnes physiques en affaires ou non en affaires, il n'y a pas. Qu'il y avait une directive ou pas, ils doivent être autorisés par quelqu'un. Donc, important de se le rappeler, on laisse une trace, il y a quelqu'un qui a été autorisé pour signer, c'est correct, il y a un fichier à un moment donné pour rendre ça. Puis s'il y a une vérification ultérieure, puis qu'on demande des vérifications au niveau du Trésor, bien vous aurez la trace à quelque part. Et c'est ça qu'on vous demande. OK? Oui, c'est un peu achalant, oui, il y en a plein de contrats que vous avez dans vos organisations, mais dans les faits, hein, on est dans un contexte de contrôle, de vérification, puis on va essayer de le faire le plus correct possible, tout en respectant la loi elle-même, par exemple. Toujours dans le contexte de la reddition de comptes, donc on dit que le président du Conseil peut demander. Effectivement, et c'est pour ça que je viens de vous dire, laissez une trace. Parce que le président pourrait dire, nous, les 3 derniers mois, on va voir les contrats de moins de 25 000 que vous avez donnés avec les personnes morales. Pourrait le faire. Est-ce qu'il va le faire? Là est toute la question, mais je n'ai pas la réponse. Hein? Mais c'est sûr que, comme on dit souvent, on prend au hasard des groupes et on fait des vérifications. Ça peut être une commission scolaire, à un moment donné, on dit, bon, on va vérifier leurs contrats eux autres. Puis, on va aller dire, donnez-nous tous vos contrats avec les personnes morales en bas de 25 000 que vous avez signés au cours du dernier trimestre, puis on va les vérifier. Ont-ils été autorisés? Fait que là, mettez-vous sur le mode signature rapidement. Hein? C'est clair. Trouvez-vous quelqu'un pour signer? Donnez-y un petit contrat de service. Oui.
mettons qu'on est en train de faire fabriquer un formulaire électronique pour envoyer à nos établissements. Est-ce que, quand tu parles d'une signature, est-ce qu'une signature électronique de ce formulaire-là, ça ferait l'affaire? Ça n'a pas été, c'est pas clair dans la loi. Ça demande une signature d'une La personne question est claire, autorisée. oui. La question est claire, mais la réponse ne l'est pas. Ça demande une signature. Quand on dit signature, actuellement, on est encore au manuscrit. On n'est pas encore au mode signature électronique, on ne l'est même pas pour nos appels d'offres publics. Encore. Que je répondrai comme ça parce que même là, on n'est pas nous, là, on n'est pas là encore. Est-ce que ce serait pas correct? Je ne pourrais pas répondre à cet égard-là. Mais on comprend ici qu'on est dans un contexte d'en bas des seuils. Donc, c'est du suivi administratif. Ça pourrait passer. OK? C'est bon? Donc, soyez conscients de ça, que ce pouvoir-là existe au niveau du président du Conseil du Trésor. On est venu modifier la loi sur l'administration publique et on est venu aussi modifier la loi sur les contrats des organismes publics, la LCOP. Je veux quand même se faire ce rappel-là parce que vous savez, la beauté d'une loi, c'est qu'elle peut venir modifier d'autres lois. Hein? Alors, dans ce contexte-là, la loi sur la gestion et le contrôle des effectifs est venue modifier la loi sur les contrats. Et qu'est-ce qu'elle est venue dire à l'article 31? Elle dit qu'il est possible d'apporter des mesures correctrices dans le cas d'une vérification. Parce que ça, vous le savez déjà. Dans le cas de la LCOP, via la loi 35, il y a déjà 3 ans à peu près, on est venu dire que le président du Conseil du Trésor se donne un pouvoir de vérification. À ce moment-là, avait un pouvoir de vérification quasiment plus important que le vérificateur général. Parce que même le président avait le pouvoir de vérifier Hydro-Québec. Là, on vient de donner ça au BG, là, le pouvoir de vérifier Hydro. Mais nous, on l'avait déjà, depuis l'adoption de la loi 35, qui avait créé l'UPAC à l'époque, rappelez-vous. Alors là, on est venu ajouter des petits éléments. On a dit, oui, on peut vous surveiller plus. Est-ce qu'on va le faire plus? Je ne sais pas, mais c'est sûr que là, il a le pouvoir de le faire. Alors, il dit, OK, donc je peux vous demander, parce que ce qu'il fait actuellement, il vérifie, disons, un organisme public, il remet un rapport, puis il dit, faites attention la prochaine fois. Petite claque dans le dos, puis on s'en va. Là, ce qu'on vient de faire de plus, on dit, OK, là, je peux demander des mesures correctrices. Au-delà de la petite claque dans le dos, peut-être une petite claque dans la tête. Possibilité d'effectuer des suivis adéquats. On va revenir là, dans 2 mois, dans 3 mois, pour vous poser des questions. OK? Est-ce que vous avez corrigé telle ou telle chose qu'on vous avait demandé de corriger? Et bien sûr, c'est certaines mesures de surveillance et d'accompagnement. Je ne l'ai pas écrit, et ça pourrait aller jusqu'à des sanctions. La loi prévoit qu'on pourrait aller jusqu'à des sanctions. Sanctions, on comprend qu'on ne mettra pas personne en prison, mais sanctions, souvent, ce qui fait le plus mal dans votre cas, c'est les dollars. OK? Donc, il ne faudrait pas penser. Mais on pourrait. Est-ce qu'ils le feront? Ce n'est pas ça du tout. Mais il faut prévoir que ça existe. Hein? Des coupures peut-être au niveau des budgets. La question qui nous est venue beaucoup aussi, c'était la fameuse question sur l'article 20. Hein? Et on dit, comment on va faire ça? Hey, de tout sortir les contrats puis de les publier dans notre rapport annuel. Votre année financière, vous, elle se termine le 30 juin de l'année. OK? Donc, pour le premier 6 mois, vous allez compiler tous les contrats de 25 000 $ et plus que vous avez faits avec les personnes physiques et ceux faits avec les personnes morales. Je vous ai fait un petit modèle, un petit tableau simple, 3 colonnes. Il me semble bien qu'on va dans 2 colonnes. Avec là, on vient de mêler Guy. Mais fait rien, il va se reprendre. Donc, de faire un petit tableau dans votre rapport annuel et dire, nous avons donné un nombre de contrats avec les personnes morales et un nombre de contrats avec les personnes physiques, ce qui fait un total de contrats, et la valeur totale. Pas tout, on ne veut pas le détail. On veut que dans votre rapport annuel, ce soit un petit tableau qui ressemble un petit peu à ceci. Donc, entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015. Et vous ferez le même exercice dans l'autre année financière. Si on ne reconduit pas, ben, ça s'arrêtera après 2 ans. Okay? On veut que... On revient au principe de la loi, là, le fameux article 2 que parlait Sébastien tout à l'heure. On revient toujours à ces principes-là. Transparence dans les processus. C'est ce qu'on veut. Et une reddition de comptes publics. C'est ça. Basée sur l'imputabilité du dirigeant. C'est ça l'idée derrière ça aussi. Okay? Ce n'est pas parce que là, on a une LGCE que la LCOP n'existe plus. Les 2 lois sont encore là, puis ils se rejoignent à quelque part sur les mêmes principes. Okay? Donc, on veut que vous fassiez un petit tableau pour vous informiez le public. Nous, ça ne changera rien pour nous. On va l'avoir, l'information. Hein? C'est pour le public. Là, on veut être transparent. Donc, juste avant de passer à mes petites questions,
Est-ce qu'il y en a des questions jusqu'à maintenant? Après ça, on va parler un petit peu au niveau des regroupements, qui va autoriser au niveau de ces fameux contrats-là. Oui, alors ça prend un micro. Le mot pré-autorisation. Oui. On a comme un flou. Non, autorisation. Oui, c'est ça. Chez nous, on ne s'entend pas sur l'interprétation. C'est-à-dire, je veux faire un appel d'offres public, donc je vais être en 100 000 donc c'est mon conseil des commissaires, parce qu'ils n'ont pas des Donc, est-ce qu'avant de publier mon appel d'offres, il faut que j'aille, au conseil des commissaires, dire « Oyez, je fais un appel d'offres. » Là, ils vont me dire « Ah oui, tu as le droit d'en faire un. » Après ça, je fais mon appel d'offres, je retourne au conseil, ou je peux tout faire même soir. J'ai eu un appel d'offres, parce que dans le fond, il n'est pas donné le contrat tant que l'appel d'offres n'est pas terminé. Donc, c'est ça ma question. Je vais répondre sans répondre. Je suis bon là-dedans. Je suis rendu quasiment un politicien. Non, c'est parce que dans l'écrit, il faut lire la loi, elle dit autorisation avant la conclusion du contrat. Ben voilà. Donc, c'est ça, je dis, je vais répondre sans répondre. Administrativement parlant, je vous dirais, vous n'avez comme pas le choix d'aller au moins demander à votre dirigeant d'organisme, donc votre conseil, des comme ça, es-tu à l'aise avec le fait que je lance un appel d'offres? Parce que si tu me dis non, comment que je lancerai l'appel d'offres quand je vais venir pour te le faire autoriser, que je veux conclure avec lui? Là, je vais avoir un problème. Donc, ça, c'est une mesure administrative. C'est chez vous, dans votre organisation. Mais on comprend qu'avant de lancer un appel d'offres, d'un, il faut vérifier bien les choses. On a-tu le budget pour lancer cet appel d'offres? Le besoin est-tu bien défini? Tout ça. Alors, ça, c'est d'autres considérants. Mais là, il y a une mesure administrative qu'il faut regarder. Ben, ça ne dit pas légalement ou illégal. Ça dit que nous, ce que ça nous prend, au Trésor, la fiche dit une autorisation préalable à la conclusion du contrat. C'est ça que la loi dit. Le moment, on ne le sait pas. Mais on devrait comprendre que quand le dirigeant va autoriser, c'est qu'il va aussi savoir le montant. Parce que la fiche, elle va tenir compte de ça. Moi, je vous dirais qu'administrativement, ce qui est important, c'est d'aller chercher une autorisation, de dire, êtes-vous à l'aise avec le fait qu'on lance un appel d'offres? Puis le moment que vous allez, l'appel d'offres va être terminé, puis qu'elle va être fermée, puis qu'on va être au moment de conclure, là, vous allez faire signer la fiche d'autorisation que vous allez nous transmettre. Je dirais, finalement, j'ai comme l'impression d'avoir répondu. Oui, il y a une question à l'arrière. Monsieur Dumont, j'aimerais ça que vous élaboriez un petit peu plus sur les types de contrats de services qui sont assujettis à cette loi-là, parce qu'on en a de toutes sortes en contrat de services professionnels. Vous avez parlé tout à l'heure du PAE, mais il y a d'autres contrats de services qu'on a dans nos organisations, puis des fois, on confond contrat d'entretien de fournaise, contrat d'agent de sécurité. Bon, qu'est-ce qu'on doit déclarer là-dedans? Là, on revient à la LCOP. Quand vous lisez l'article 3 de la loi sur les contrats, on vient définir ce qui est un contrat d'approvisionnement, on vient définir ce qui est un contrat de service, puis on vient définir ce qui est un contrat de travaux de construction. Donc, on comprend ce qui nous interpelle, c'est les contrats de service, ici. Et ça, je trouve la question intéressante parce que pour les gens qui ont écouté le webinaire, on est revenu souvent là-dessus parce que les gens nous posaient seulement la question service d'entretien électrique, service d'entretien de plomberie, service d'entretien. Attention, là. Je comprends que dans le langage populaire, on parle de service d'entretien. Mais ça, c'est visé par la loi sur le bâtiment, ce que je viens de dire là. Plomberie, électricité, maçonnerie. Si c'est visé par la loi sur le bâtiment, à laquelle ça prendra une licence peut-être dans certains cas, ce sont des travaux de construction. Donc, ce ne sont pas des travaux qui sont visés ce ne sont pas des contrats de service, donc pas visés par la LGCE. Pour aller donc plus loin avec la question, du déneigement, de l'entretien paysager, enlèvement d'ordures, on en a parlé ce matin. Donc, tout ce qui peut vous passer par la tête, là, qui a l'air d'un contrat de service, c'en est un qui doit être autorisé. OK? Donc, tout, ou presque. S'il y a quelque chose que vous n'êtes pas certaine, là, ou certain, on le définira, mais c'est tout contrat. Qu'il soit fait avec une personne morale ou avec une personne physique, s'il est lié à un contrat de service. Entretien en technologie de l'information, support. Tout ça, ce sont des contrats de service. Donc, ce sont des contrats qui sont visés par la LGCE. Donc, il n'y a pas autant d'exceptions que ça, là. Donc, allez voir l'article 3. Regardez ce qui est pour vous, vous définissez comme un contrat de service au sens de la LCOP. Faites attention là, que ce soit quelque chose que vous définissez, vous, dans votre langage, à l'interne, au niveau administratif. Okay? Vous parliez tout à l'heure des gardiens de sécurité. Les gardiens de sécurité est un bel exemple, encore une fois. Ce sont des contrats de service.
Serge. Petite question. Si on achète un équipement, puis qu'il vient un contrat de service, on négocie le contrat de service avec l'équipement. Puis, majoritairement, le coût est sur l'équipement. Est-ce qu'on doit déclarer le contrat de service qui vient avec? Bonne question. Je reviens encore une fois à la LCOP. Dans la LCOP, quand on parle du contrat d'approvisionnement, on dit achat ou location de biens meubles, lesquels peuvent inclure formation, entretien. Donc, il y a un contrat d'entretien ou la garantie. Si ça fait partie du contrat d'approvisionnement, c'est un tout et ça reste un contrat d'approvisionnement. Quand la période de garantie ou du service d'entretien, disons de 3 ans, est terminée, et là, on dit, ça nous prend encore un service. Et là, on va redonner un contrat pour entretenir cet appareil-là, qui ne sera plus lié nécessairement au contrat initial d'appro. Là, il devient un contrat de service. Si on l'a négocié dès le début, c'est un tout. C'est comme ça même actuellement, parce que souvent les gens se questionnent, hein, la portion est quasiment plus importante de service que le coût d'acquisition. C'est comme ça que c'est prévu dans la LCOP, ça. Et ça reste la même chose dans la LGCA. Merci. Une question propre aux technologies de l'information. Oui. Tout le côté du logiciel. Oui. Et tout ce qui s'en vient nuagique, qui se trouve à être en abonnement. Mais ça, un abonnement, on loue de l'air. Voilà. Mais là-dedans, il y a aussi... Mais ça supporte quelque chose. Oui, ça supporte des gens, en tout cas, qui essayent de s'en servir. Mais aussi, il y a la question, à l'intérieur de ça, il y a le support. Ouais. Mais ça, c'est impossible. Donc, ça rentre... L'info nuagique et du service. Hein, c'est un service de placement info nuagique, oui. Donc service. Ça, c'est un peu que la question est intéressante de faire la parallèle entre le contrat en acquisition de logiciels propriétaires versus logiciel libre. Le logiciel propriétaire, c'est de l'approvisionnement. Le logiciel libre, du service. Et de là, toute la problématique que vous avez souvent dans vos appels d'offres, de vouloir faire un appel d'offres et de vouloir mettre des coûts d'impact. Il n'y a pas de coût d'impact en service. Donc, ça veut dire que le montant annuel d'un abonnement pour un logiciel qui comprend garantie logicielle, support technique du logiciel et l'utilisation mensuelle du logiciel, un peu comme nos amis de la GRIX, là, c'est du service. C'est du service. Ouais, c'est l'acquisition de logiciel lui-même est du bien, mais le service, le rehaussement, l'entretien. Mais il n'y a pas de distinction dans le contrat. C'est tout un tout. Là. Ben, si on achète le logiciel puis qui est inclus, comme disait, je posais la question. Achat, c'est une location annuelle. Ben, ça, il faut faire attention parce que dans la définition d'un bien, on parle d'achat ou de location de biens meubles. Le logiciel étant un bien meuble. C'est une location dans bien des cas pour avoir, nous, on distingue justement les licences perpétuelles et les récurrents qu'à chaque année, pour pouvoir utiliser le logiciel, il faut le louer. Donc, on a le droit de l'utiliser. Dans le droit d'utilisation, il y a les services de support qui viennent avec. Je dirais que là-dessus, on pourrait le jouer. Là. On pourrait la jouer, là, mais à mon avis, c'est très borderline. Là. Oui. C'est très borderline. Mais ça pourrait se retrouver sous le coup de la LGCA. Oui. Et ça pourrait ne pas. Je vous dirais qu'à cet égard-là, j'aimerais mieux être plus que pas assez. Donc, ce serait peut-être mieux d'aller la faire signer, la fiche d'autorisation, qu'à un moment donné, se faire questionner comment ça, on ne l'a pas signé. Oui, c'est parce que c'est quand même là, ça représente beaucoup d'opérations. Parce que des fois, c'est 3-4 licences, c'est 3 fois rien. Là. Exact. Là, ça veut dire que là, on comprend qu'on est en bas des seuils, donc il y a quelqu'un qui a un autre. Rappelez-vous toujours que si on est en bas de 10 000 ou en bas de 25 000, c'est plus simple que si on est en haut de ces deux seuils-là. Ça prend aussi l'autorisation du DG, alors que maintenant, ça se fait au niveau attention là. J'ai dit tout à l'heure, en bas des deux seuils, il n'y a pas nécessaire d'avoir une autorisation du DG. Vous avez dit tantôt qu'on ne peut pas descendre plus bas que le DG. Ça, c'est en tant que dirigeant d'organisme. Bien, c'est ça, mais tantôt, il est marqué que c'est le dirigeant d'organisme qui doit autoriser même en bas. Non, Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Non. Regardez. Cette date est très importante, là. Pouvoir d'autorisation peut être délégué, donc du dirigeant vers quelqu'un. Puis le quelqu'un, on ne sait pas c'est qui, j'ai dit tout à l'heure. Okay. Donc, ça peut être un directeur des ressources matérielles, ça peut être un directeur d'école, ça peut être un directeur des ressources financières. C'est pas clair. En bas de ces deux seuils-là. La loi dit qu'en haut des deux seuils, tel que c'est prévu ici, ça doit être le DG ou le conseil des commissaires, ou le PDG, peu importe là, comment il s'appelle. Merci. OK? D'autres questions? Oui, Serge. Ça a allumé en moi quelque chose là, au niveau du logiciel libre. Oui, je suis content, mais ce n'était pas prévu. Je ne sais pas trop comment le prendre. Nous, on a l'habitude de dire, bien, on va acheter une solution, on essaie d'acheter la meilleure solution, qu'elle soit propriétaire ou libre. Oui. Donc, c'est possible qu'on ait des soumissionnaires qui proviennent du libre et qui
qui proviennent du logiciel commercial ou propriétaire. Exact. Ce que tu me dis, c'est que je ne peux pas mettre de coût d'impact si je fais ce genre d'appel d'offres-là parce qu'il y a du libre. Tu as tout bien compris. Ça veut dire que le libre a grande porte à rentrer si on ne considère pas tout ce qui a été fait auparavant. Voilà. Et là est tout le grand questionnement actuellement avec le règlement TI qui est en écriture. Est-ce qu'on mettra, OK. est-ce qu'il y aura la possibilité de mettre des coûts d'impact dans les contrats de service? Peut-être, dans ce contexte-là. Mais actuellement, le règlement sur les contrats de service ne permet pas de faire des coûts d'impact. Le coût d'impact, à l'article 13, ne permet que pour les contrats d'approvisionnement. Dans le règlement Approvo, bien sûr. C'est bon? On poursuit? Oui. Est-ce que le seuil est calculé, est-ce qu'il est basé annuellement ou sur la totalité du contrat? Toujours un contrat par contrat, acte par acte. OK? Donc, si c'est fait 5 contrats de 5 000, ça n'en fait pas un de 25 000. Mais est-ce qu'on aurait pu le combiner en un contrat? Là, la question vous revient. OK, c'est intéressant comme question. Hein? On dit, bon, contrat par contrat, bien évidemment, mais si vous faites si un contrat... j'aurais pu la poser, cette question-là, je ne l'ai pas mis là. Vous avez signé un contrat le 1er janvier 2014, donc avant l'entrée en vigueur, avec 2 options de renouvellement en service. Donc, il se renouvelait le 1er janvier 2015. Est-ce qu'on avait besoin d'une fiche d'autorisation? Non, parce que le contrat avait été signé avant l'entrée en vigueur de la LGCE. OK? Donc, les renouvellements, quand ils se font de par le fait que le contrat avait été signé préalablement, ne sont pas visés à LGCE. OK? OK pour ça. On poursuit. Au niveau des autorisations, qui doit autoriser dans le cas d'un regroupement? Et là, on parle de regroupement, on ne parle pas nécessairement de groupe d'approvisionnement, mais on va les faire étape par étape. Si le groupe d'achat en commun est non assujetti à la LGCE, comme le CCSR par exemple, qui va autoriser le contrat? À votre avis? Chaque commission scolaire? Chaque dirigeant, donc. Bonne réponse. Alors, le dirigeant de chaque commission scolaire faisant partie du gouvernement devra autoriser la conclusion de son contrat. Donc, avant, bien sûr, là, mais donc, il y a peut-être eu des autorisations avant, mais chacun reprend sa partie, envoie donc une fiche d'autorisation au Conseil du Trésor, dans le cas d'un contrat qui aurait été fait avec le CCSR, par exemple. OK? Si c'est un assujetti à LGCE, comme le CSPQ, seulement le CSPQ? Seulement le CSPQ. Donc, c'est donc le dirigeant du CSPQ qui envoie la fiche d'autorisation au Conseil du Trésor. OK? Donc, là, il y aura juste une fiche. Dans l'autre cas, une multitude de fiches reçues. Oui? Est-ce qu'il doit y avoir une fiche d'autorisation du dirigeant pour le contrat de service, en fait, pour établir le service avec le regroupement d'achat? Pour nous? Pour le Trésor, non. Non, mais pour la commission scolaire, moi, je veux faire affaire avec le CCSR. Oui. Est-ce qu'il faut que l'autorisant dans Pour l'autoriser. le dirigeant doit autoriser le Est-ce que CCSR. le dirigeant doit d'abord m'autoriser de faire affaire avec le CCSR et dans un deuxième temps, autoriser le mandat que je vais confier au CCSR. Ça, c'est une mesure administrative. Ça revient à peu près sur le même principe que je disais tout à l'heure. Il y a une mesure administrative. La loi dit qu'avant la conclusion, le moment où vous demandez au CCSR de vous le mandater pour faire un appel d'offres, ou autant que pour le CSPQ, si eux autres vous demandent d'avoir l'autorisation de votre dirigeant pour pouvoir procéder, ça, c'est leur règle administrative. Mais pour nous, ça sera quand le contrat, avant de conclure le contrat, là, vous devrez compléter une fiche d'autorisation dans ce cas. OK, mais vous comprenez qu'il y a 2 éléments. Hein, Oui. Il y a un premier élément que j'ai établi un contrat de service avec le CCSR dans un Pour premier le temps, contrat de service parce avec que le lui, il CCSR. doit faire du travail pour moi. C'est un service. Je veux dire, il coûte au moins $1, là, ce service-là. Là. Ah ben effectivement, elle est bonne, la question. On ne se l'était pas fait poser encore. S'il y a un coût, mais je pense pas, là.
On dirait qu'il a enlevé son micro par exprès, là, Martin. C'est le CSPQ qui nous charge 500$. Mais lui, le CSPQ, il est dans la gang. Il est dans la gang, Il est différent. Il faut le traiter différemment. Exact. Alors, mais la question est intéressante, mais est à poser. Parce qu'un autre groupement d'achat, il y a d'autres groupements d'achat, exception faite du CCSR, Oui, qui nous chargent un certain montant d'adhésion. Là, Ouais, ben là, il y aurait peut-être quelqu'un qui l'autoriserait parce que dans un contexte, il y a un coût, mais c'est un coût qui est en bas des deux seuils. C'est d'établir, effectivement, la règle. Trois. Effectivement, regarde, la question est bonne, puis elle est très recevable. La petite dernière est intéressante aussi. On dit ici, conclu par une commission scolaire au nom de plusieurs. On parlait, on a parlé ce matin justement de contrats qui pourraient être faits entre commissions scolaires pour... non, c'est un mot que je ne vais pas nommer non plus, là, ça ressemble à tablette. À des regroupements entre organismes, encore une fois. Qui va autoriser? Celle-là est intéressante. C'est donc le dirigeant de la commission scolaire qui a conclu le contrat. Donc, il faut voir est-ce qu'il y aura. Donc, c'est celui qui est responsable parce qu'il est un assujetti, au même titre que le CSPQ, qui est aussi un assujetti à la GCE. Donc, une fiche d'autorisation par la commission scolaire qui. Parce que même si vous vous regroupez à 2 ou à 3, il y en a juste un qui lance l'appel d'offres. On ne peut pas mettre 3 noms. C'est un responsable et c'est lui qui va signer la fiche d'autorisation pour les 2 ou les 3 ou les 4. Oui. C'est pas automatiquement, si une commission scolaire porte un dossier, c'est pas nécessairement cette commission scolaire-là qui conclut le contrat. Donc, c'est ça. Donc, il faut voir. Donc, ça fait partie des règles. Même chose dans le cas d'un regroupement d'achat. Tu sais, qui va supporter après ça la conclusion? Alors, il faut voir qui conclut. Alors, on a bien dit qui conclut le contrat ici dans mon exemple. Alors, si on dit je fais tout le processus et que chacun signe son contrat, par la suite, et en est responsable, bien, il y aura une fiche d'autorisation de son dirigeant. OK? Mais si c'était conclu par chez vous, par exemple par votre commission scolaire, c'est vous qui en seriez responsable, il n'y aurait qu'une fiche d'autorisation à compléter. Oui? Oui. Est-ce que la GRIC, c'est un assujetti? Non. C'est un OBNL. C'est un OBNL. Comme le CCSR, comme le Sénat, comme la CARM, je pense que... Alors, ce sont des organismes non... Les seuls organismes qui ont été visés par la GCE, c'est le CSPQ, puis c'est les groupes d'approvisionnement en commun du réseau de la santé. Comme c'est dans la LCOP, dans les faits. Ça n'a pas changé. La LGCE n'a pas venu changer le titre. C'est un peu ce que Sébastien Laprise parlait ce matin au niveau du CCSR ou des groupes d'approvisionnement comme la GRIX, comme le Sénat. C'est bon pour ça? Il y a une question, oui? Lorsqu'un contrat est conclu par le CCSR ou par un autre, nous, on signe un contrat avec les adjudicataires, mais quand le bon de commande est placé par la commission scolaire, est-ce qu'on considère que c'est un contrat? Est-ce que le bon de commande est considéré comme un contrat? Un bon de commande, au sens du Code civil, c'est un contrat. Mais qui a conclu le contrat? Est-ce que c'est le regroupement qui a conclu le contrat ou c'est la commission scolaire? Là, il faut voir au niveau des règles contractuelles qui était le responsable. Qui a l'imputabilité de ce contrat-là? S'il n'y a pas livraison, par exemple. S'il n'y a pas livraison, qui va avoir des recours? Est-ce que c'est la commission scolaire ou c'est le CCSR qui va avoir des recours envers le fournisseur qui ne livre pas? Là, il faut voir dans la nature même du contrat légal qui en a la responsabilité. OK. Parce que dernièrement, tu sais que EBR a été mis sur l'ARENA. Oui. Oui. Et là, chacune des commissions scolaires ou chacun des cégeps me disait « Serge, je ne peux plus contracter avec EBR. » C'était pas à contracter. Le contrat, c'est CCSR qui l'a fait. Qui l'a signé, c'est ça. Qui l'a signé. Toi, tu confirmes le contrat par l'émission de ton bon de commande. Exact. Donc, là, on me disait, ben non, le bon de commande est un contrat. C'est vrai en soi, s'il n'y a pas eu d'appel d'offres auparavant. Et s'il y a eu un appel d'offres, c'est l'appel d'offres. Là, c'est plus la demande de livraison. Oui, un bon de commande, c'est une demande de livraison du contrat signé par le CCSR. D'accord. OK. Merci. Parce que la question a été posée, j'ai décidé d'en parler un petit peu parce qu'on disait qui avait le droit de se prendre une directive. Parce que dans la loi, on disait que certaines organisations qui avaient le droit de se prendre une directive. Je voulais juste quand même faire le retour là-dessus parce qu'on dit qu'il y a des organismes à fort volume qui, eux, de par le fait qu'il y avait beaucoup de publications sur SEAO, de contrats, donc on comprend de plus de 25 000 $. C'est ça qu'il faut comprendre là. Okay? Donc, beaucoup de contrats de services de plus de 25 000 et ces organisations-là ont eu le droit de se prendre une directive. Directive
peut être prise, bien sûr, qui est adoptée par l'organisme public, qui doit être rendue publique et à laquelle on va informer le Conseil du Trésor des éléments, des contrats à laquelle ces organismes-là n'auront pas à demander une autorisation aux dirigeants d'organismes. Parce que d'emblée, ils auront été autorisés de par une directive. Il n'y a pas eu beaucoup de gens, là, il y a eu, on ne les nommera pas, mais il y a eu 3 commissions scolaires qui ont eu droit de se prendre une directive seulement au Québec. Si vous considérez, vous, que ça n'a pas de bon sens, on aurait dû pouvoir s'en prendre une, on avait beaucoup de contrats. Le bug était, est-ce que vous aviez beaucoup de contrats qu'on pouvait valider sur SEAO? Et là, c'est là que les gens ont dit, bien, on avait beaucoup, mais entre 10 et 15 000 ou entre 10 et 20 000, bien, c'est tous des contrats qui ne sont pas publiés sur SEAO. Donc, dans ce contexte-là, pour nous, on ne pouvait pas décider de dire, c'est vrai, vous en avez beaucoup. Puis je sais, les gens m'ont dit, hey, c'est 1500, c'est 2000 contrats par année qu'on donne en service. Mais pour nous, c'est des contrats qu'on ne voit pas. Alors, dans ce contexte-là, on ne pouvait pas vous permettre de vous prendre une directive. Voilà pourquoi. Et je sais que vous en avez plein de contrats. Hein? On a posé la question tout à l'heure. C'est plein de petits contrats, mais qui sont de montant minime par rapport à l'application de la LCOP, quand on dit qu'à l'article 22 de la loi, que tout contrat de 25 000 et plus doit être publié sur SEAO. Alors, oui, il y en a, et ces organismes-là ont eu reçu une lettre du Conseil du Trésor en disant, vous pouvez vous écrire une directive, rendez-la publique, informez-nous de ce que vous avez écrit dedans. On pourra la commenter, bien sûr. Là, le président du Conseil du Trésor a un pouvoir, par exemple, de dire ce que vous avez écrit là-dedans, c'est exagéré par rapport à ce qu'on a vérifié sur SEAO. Puis par la suite, bien, vous pourrez procéder et, bien sûr, aller en contrat sans autorisation, donc sans fiche d'autorisation à transmettre au Conseil du Trésor. Bon, M. Dumont, j'ai une question qui concerne surtout la reddition de comptes, pas nécessairement la LGCE. Puis, je ne sais pas si je vais vous la poser parce que vous m'avez déjà dit dans une autre formation, si vous ne voulez pas avoir de réponse, ne me demandez pas la question. Mais ça ne fait rien, je vais vous la demander quand même. Je pourrais vous répondre la même chose au pire. Ça concerne les regroupements d'achats. Oui. Moi, comme commission scolaire, je suis responsable d'un dossier de regroupement de 4 autres commissions scolaires pour des produits laitiers. Ça fait déjà plusieurs années. Et j'entendais M. Laprise qui me disait ce matin que si jamais il y a juste une soumission, il faut demander l'autorisation de tous les participants pour ouvrir l'enveloppe. Il y a eu un cas là-dessus où on se questionnait. C'est ça. Là, je ne sais pas s'il parlait des OBNL qui font un regroupement d'achat ou s'il parlait de quelqu'un qui est soumis. Parce que moi, de toute façon, je vais soumettre ça à mon dirigeant d'organisme, qui est le comité exécutif, pour demander l'autorisation d'ouvrir. Est-ce que je dois aller rechercher une autre résolution de toutes les autres commissions scolaires qui sont avec moi pour ça? Tout ça fait partie de c'est quoi l'entente que vous avez signée avec les 3-4 autres partenaires. Moi, j'ai des résolutions de chacun de leurs conseils. Donc, que vous devenez le responsable et dans les faits, pratiquement le dirigeant de l'organisme qui est responsable de conclure un contrat, par exemple. C'est ça. Okay. Dans ce contexte-là, l'article 33 en appro, par exemple, dit que s'il n'y a qu'une seule soumission conforme, ça me prend une autorisation du dirigeant d'organisme, donc du responsable, hein, pour savoir si je vais octroyer, ouvrir l'enveloppe, s'il y a un processus qualité ou autre. Alors, c'est là qu'on va se prendre la décision. Mais ça fait partie de comment ça a été signé l'entente entre les parties. Si ce n'était pas clair, parce qu'on a eu un beau cas là-dessus, là, puis probablement à ça faisait référence Sébastien tout à l'heure, où là, on était demandé aux 9. Parce que ce n'était pas clair, puis les 9, il y en a 2 ou 3 là-dedans qui n'étaient pas prêts à faire ouvrir l'enveloppe. Alors, c'est important, quand on dit que tous les éléments doivent être écrits dans un contexte de partenariat ou de regroupement, c'est d'autant plus clair et important dans un contexte où il n'y arriverait qu'une seule soumission. C'est ça. Donc, moi, j'ai les résolutions des 3 autres commissions scolaires qui nous autorisent à procéder à tout le processus d'appel d'offres, à octroyer le contrat. Donc, si moi, je présente ça à mon comité exécutif, en leur disant « me donnez-vous l'autorisation d'ouvrir l'enveloppe », je n'ai pas besoin d'aller rechercher d'autres résolutions. Voilà pourquoi c'est important que ce soit clair d'emblée, avant que le processus s'enclenche. Bon, j'ai bien fait de poser ma question. Oui, j'en donne des réponses des fois. Ce que je dis, c'est quand les gens nous demandent souvent, puis c'est drôle parce que Sébastien a dit ce matin, hein, vous nous posez souvent la question, puis je sais parce que plusieurs d'entre vous nous appelez, c'est écrit où qu'on ne peut pas faire ça? Hein, puis Sébastien l'a bien dit, puis je vous le dis combien de fois quand vous m'avez posé la question, c'est à l'article 2. Puis si vous nous demandez encore plus de c'est écrit où,
Là, on dit, attendez, demandez-nous-le pas 2 fois, on pourrait le définir. Hein, puis vous le rappelez-vous, la notion d'option. Et c'est là-dessus, quand on parlait ce matin avec Sébastien, hein, vous nous avez tellement demandé, à quelque part, on peut-tu le faire, on peut-tu en mettre des options? Puis on vous a dit souvent, attention, mettez pas ça dans l'article 2, équité, hein, entre les soumissionnaires, et de demander des options, vous allez avoir de la misère à conclure avec quelqu'un parce que ça va être des tomates avec des oranges. Non, pas des tomates, on va dire des oranges avec des pommes. Hein, et ça, faites attention. Et quand le jour où on a défini la notion d'option, ça va pas être l'affaire de personne. Mais c'est là le danger souvent. Quand vous nous demandez des choses, des fois on vous écoute, des fois on dit, veulent-tu vraiment qu'on fasse ça? Voilà. D'autres choses? Ben, si ça fait le tour, merci beaucoup.